Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce lundi 19 août 2024. L'actualité nationale avec cette lueur d'espoir dans la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Après la reconnaissance de l'ambassadeur du Bénin à Niamey, les lignes ont une fois de plus bougé. Vendredi dernier déjà, un nouveau chargement du pétrole brut a été annoncé à Semepodji, une reprise des opérations qui s'interprète comme un grand effort dans le rapprochement entre les deux pays. Les parutions du jour reviennent sur ce sujet à la une. On jette ensemble un coup d'œil aux premières pages des Canards parues ce lundi. Et puis, dans nos échanges de ce matin, on s'intéresse à un phénomène à la peau dure, les nuisances sonores qui continuent de faire écho en plein temps dans nos quartiers avec pour effet d'indisposer les citoyens. Malgré les mesures prises par l'État central et le législateur, la fin du calvaire des populations dans la pollution sonore n'est visiblement pas pour demain. On s'interroge donc ce matin en vue de comprendre pourquoi le bruit s'impose-t-il aux Béninois en dépit de la réglementation en vigueur. Quelle approche adéquate pour mettre les citoyens à l'abri de ces nuisances sonores? Des interrogations qui, bien entendu, vont meubler nos élaborations du jour. Restez donc avec nous. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Allez, on jette un coup d'œil sur les premières pages des parutions du jour, les quotidiens de la semaine, pour ne pas dire de lundi. Le quotidien Maison Fraternité en premier, nouveau chargement du pétrole brut à Semepodji, Bénin, Niger, la lueur d'espoir. Après la reconnaissance du nouvel ambassadeur Gildas Agoncan, un pas de plus vers la normalisation des relations. Et puis visite du représentant de l'UNICEF à Parakou et à Natitengu, une collaboration renforcée pour les enfants du septentrion. Et puis promotion de la destination Bénin, le festival des masques ancre davantage la ville capitale Porto-Novo sur la carte culturelle mondiale. Et puis matériaux de construction et de finition de bâtiments, La Roche célèbre 45 ans d'offres de qualité au Bénin. Mais Saint-Diego sur zone franche, c'était hier dimanche sur Canal 3 Bénin, donc une portion de ces propos rapportés par le quotidien Maison Fraternité. Je reste admiratif de ce qui se fait dans le secteur de l'emploi au Bénin. Vulgarisation de la loi sur la SSR, passe Afrique francophone, outille les élus locaux de Porto-Novo. On est maintenant à la une du quotidien L'Informateur. On dit nouveau chargement du pétrole nigérien via le pipeline de Semepodji. Laura M déjà dans les eaux béninoises. Et puis après son interpellation à Lomé, Steve Amoussou alias Hunvi devant le juge ce jour. Une information relayée donc par le quotidien L'Informateur. Et puis dans les établissements privés d'enseignement supérieur, la direction générale de l'enseignement supérieur entame une mission de contrôle dès ce lundi. La tribune de la capitale traque de toutes parts sous la rupture, affolée les cyber-sanaqueurs aux abois. Et puis, première édition du festival des masques de Porto-Novo, 40 000 visiteurs de diverses nationalités en 3 jours. La nouvelle génération, édition 2024 de la célébration de la divinité Oro, le top des festivités données hier, et c'était à Sakété. Et puis Semepodji au Bénin, bientôt un nouveau chargement du pétrole brut nigérien. Matin livre, arrestation ou kidnapping, frère Hunvi en tête donc la rupture. L'opposition sonne la mobilisation derrière le chroniqueur. Et puis Malanville, un homme kidnappé par des individus. Information relayée donc ce matin par le quotidien Matin livre. Le leader du jour, après plusieurs jours de garde à vue, Innocent Ouroué, frère Hunvi, attendu à la Criette. Et puis Biennale Ouida Art et Culture Vaudou, édition 2024, une dernière soirée artistique en grande pompe à Conly.
On finit avec Info Matin, reprise du chargement du pétrole nigérien à Semepodji. Les lignes bougent sur l'axe Cotonou-Niamey. Information relayée par Info Matin. Et puis interpellation de Steve Amoussou, alias Frère Honvi, et si Talon en fait extirper les taupes de ses rangs. Interrogation donc à la une du quotidien Info Matin. Nous on revient rapidement à la une du quotidien Fraternité paru ce lundi. Nouveau chargement du pétrole brut à Semepodji, Bénin-Niger. La lueur d'espoir. Après la reconnaissance du nouvel ambassadeur Gildas à Goncan, un pas de plus vers la normalisation des relations. Et puis visite du représentant de l'UNICEF à Parakou et à Natitengu, une collaboration renforcée pour les enfants du Septentrion. Promotion de la destination Bénin, le festival des masques ancre davantage la ville capitale, Porto-Novo donc, sur la carte culturelle mondiale. Et puis matériaux de construction et de finition de bâtiments, La Roche célèbre 45 ans d'offres de qualité aux Béninois. Et puis hier dimanche, sur Zone Franche, ici à Cana 3 Bénin, vous avez suivi l'honorable Messin Diego sur Zone Franche. Donc, une portion de ses propos rapportés par le quotidien Maison Fraternité. Je reste admiratif de ce qui se fait dans le secteur de l'emploi. Achetez Fraternité et vous avez le reste des détails. Florence Bossard. Bonjour. Bonjour Arabe Alik Para, bonjour chers amis téléspectateurs. Le bulletin matinal, c'est avec vous et on parle tout à l'heure de la prise en charge quasiment gratuite de la rétinopathie diabétique au centre hospitalier universitaire départemental de l'Ouémé Plateau. Nous sommes là à Porto-Novo. C'est une initiative de l'Alliance Club International District 403 à 4 qui vise non seulement à préserver les diabétiques contre cette maladie, mais aussi permettre à tous ceux qui désirent connaître leur état de santé par rapport au diabète. Pendant ce temps, les nouveaux bacheliers et les parents d'élèves de la ville de Natitengu, nous sommes là dans le département de l'Atakora, peuvent désormais et facilement choisir une filière. C'est à la faveur d'une journée d'orientation et d'information initiée par l'Agence nationale de promotion de l'emploi ANPE. Nous étions le week-end écoulé. Plus de détails dans un instant. Eh bien, Florence, on détaille tout ceci dans un instant. Alors, Florence, les choses vont démarrer bientôt et ce, pendant 6 mois. Les personnes qui souffrent du diabète peuvent se rendre au centre hospitalier universitaire départemental de l'Ouémé Plateau à Porto-Novo pour bénéficier d'une prise en charge quasi gratuite. C'est bien cela, Wahab. C'est une action sociale qui est mise en œuvre par l'Alliance Club International District 404 à 4. Son objectif est de prémunir les diabétiques contre la cécité et offrir également d'opportunités à tous ceux qui désirent connaître le bilan de santé relatif au diabète. Reportage. Bonne nouvelle pour les populations de Porto-Novo et du département de l'Ouémé en général. Elles peuvent désormais, grâce au Lion du Bénin, district 403 à 4, se faire dépister et se faire soigner de la rétinopathie diabétique. La rétinopathie diabétique est en fait l'ensemble des complications qui vont suivre l'excès de sucre dans le sang circulant. Le sucre fait que l'oxygène fait mourir les cellules de la rétine. Et ça aboutit à un certain nombre de complications qui vont amener inéluctablement à une cécité. Et il faut lancer le message que tout diabétique doit périodiquement faire un fond d'œil, dépister les premiers signes de la manifestation de cette maladie. Et la bonne nouvelle pour les populations, est en collaboration et en harmonie avec le CHUD, et pendant les 6 prochains mois, nous avons décidé d'offrir gracieusement aux populations en général. Les frais de dépistage du diabète sont gratuits et les actes sur tous les équipements que nous avons fournis se feront à 5 000 francs à l'intérieur du CHUD OP. En gros, si je me résume, un laser qui coûte peut-être à l'extérieur 60 000 se fera à 5 000 francs pendant la durée du projet. Et ceci se justifie par quoi? Les Lions Club sont une organisation humanitaire. Et une organisation humanitaire qui offre des équipements à un centre doit veiller à ce que les prix pendant la période du projet soient des prix humains, des prix sociaux.
Donc, les prix sont exclusivement sociaux et vont durer les 6 prochains mois. Cette action sociale des Lions du Bénin, district 403 à 4, entre dans le cadre du projet SFP 2142, financé par la Fondation du Lions Club International. Le projet a démarré par le don en septembre 2022 d'un important lot de matériel de dernière génération permettant de dépister et de traiter la rétinopathie diabétique. Le projet SSP 2142 est estimé, si on le met ensemble avec les projets TAG, à près de $250 000. Cette phase 2 sera surtout marquée par une intense mobilisation afin de recruter le maximum de diabétiques possibles pour pouvoir les dépister. Donc nous comptons sur tout le monde pour que cette ambition Un souci technique avec ce élément, nous allons certainement y revenir dans nos prochaines éditions. Les nouveaux bacheliers et les parents d'élèves de la ville de Nati Tengou peuvent désormais opérer un choix de leur filière sans grande difficulté au moyen d'une journée d'orientation et d'information organisée par l'Agence nationale de promotion de l'emploi ANPE. Ils ont été entretenus sur les différentes offres de formation prometteuses dans l'emploi dans l'université du Bénin, leur filière ainsi que les conditions d'accès à la Sanaouna. Comment le nouveau bachelier peut-il réussir une bonne orientation dans le choix d'une filière pourvoyeuse d'emploi? C'est toute la problématique de cette journée d'orientation et d'information de l'élève et de l'étudiant initiée par l'Agence nationale de promotion de l'emploi ANPE à l'endroit des futurs étudiants et parents d'élèves de la ville de Nati Tengou. Nous avons constaté en amont que le jeune étudiant, quand il finit sa formation, quand il est sur le marché du travail, il est confronté à une équation. Quand on lui demande « mais pourquoi tu as choisi cette formation ?», il est incapable de répondre. Et c'est là qu'il se paye, il dit en réalité, ce n'est pas ce qu'il avait voulu, c'est ses parents qui lui ont dit de faire ça, ou bien on l'a classé malgré son choix. Alors il se pose fondamentalement un problème, c'est le problème d'orientation. C'est pour ça que nous sommes arrivés à Nati Tengou ce matin pour échanger avec ces jeunes, mais surtout avec leurs parents, sur les clés, sur les éléments clés dont il faut tenir compte pour réussir vraiment une orientation gage de succès de son insertion professionnelle. Au nom de ces éléments clés nécessaires à un bon choix, le chargé de l'orientation à l'ANPE propose 3 facteurs. D'abord, qu'est-ce qui passionne l'enfant? C'est la première des choses. Deuxième chose, en quoi il est le meilleur? Quelles sont les disciplines, les matières dans lesquelles il excelle pour faire un lien avec le métier qu'il pourra exercer plus tard? Et troisième facteur, qu'est-ce qui est demandé aujourd'hui ou dans un très court terme sur le marché du travail? Les besoins de l'économie. C'est la convergence de ces 3 cercles qui fondent vraiment une bonne orientation. Et c'est ces clés que nous avons partagées avec les parents, surtout en mettant l'accent sur le fait de ne pas imposer son choix aux enfants. Au cours de ces échanges qui se sont déroulés dans une ambiance participative, 4 panélistes ont bien voulu partager avec l'assistance leur parcours et leurs expériences personnelles. Parmi eux, Ousmane Batoko, ancien président de la Cour suprême, dont l'intervention a le plus captivé l'attention des participants. Se féliciter de cette belle initiative de la NPE. Ensuite, c'est de dire aux jeunes gens dont nous souhaitons une bonne orientation de leur formation, qu'ils aient foi en eux-mêmes, dans les choix qu'ils vont opérer au regard des filières qui les tiennent à cœur. Au sortir de cette journée d'orientation, ces futurs étudiants à la
Bien avant cette séance d'orientation et d'information avec les nouveaux bacheliers de la commune de Nati-Tengu, ceux de Borgou et de Lalibori ont été également renseignés sur ces offres de formation disponibles dans les universités, centres et instituts universitaires du Bénin. C'était à Parakou le vendredi dernier en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Éléonore Yaji-Ladécan. Le point avec Epiphane Tchabi. Après l'obtention du premier diplôme qui ouvre le chemin pour les études universitaires, vient ensuite l'étape du choix d'une formation parmi les nombreuses opportunités qu'offrent les universités publiques et privées d'enseignement supérieur du Bénin. Et c'est pour aider ces nouveaux bacheliers au titre de l'année académique 2024-2025 qu'a fait le choix idéal que le gouvernement, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, organise cette campagne de sensibilisation et d'orientation au profit de ces nouveaux étudiants. Ici, dans l'une des salles de l'université de Parakou, ce sont les lauréats au baccalauréat du Borgou et de la Libori qui sont concernés par cette séance. Notre paysage universitaire est constitué d'universités publiques et d'établissements privés d'enseignement supérieur qui sont présentés dans le guide que vous avez sous la main. À la date d'aujourd'hui, le Bénin compte 4 universités publiques qui disposent au total 53 écoles ou facultés et un total de 213 filières de formation. Tout est récapitulé dans le guide. Vous aurez le temps de découvrir ces informations. À l'endroit de ces nouveaux bacheliers mobilisés dans l'enceinte de l'amphimile de l'université de Parakou, une présentation du guide d'orientation et celle de la plateforme après mon bac.bj a été effectuée. Des conseils, ces nouveaux bacheliers en ont besoin. À l'université, mes chers amis, il faut vous appliquer. Il faut éviter de rentrer dans des clubs dangereux. Moi, ce n'est pas l'occasion, mais on profite pour le dire. Quand vous serez au niveau de chaque université, les autorités vont vous dire ce qu'il faut avoir comme comportement. Je voudrais aussi remercier les parents qui sont ici. C'est très bien, parce que ça m'a permis de bien comprendre aussi, parce que je ne savais pas qu'est-ce que j'allais choisir. J'étais un peu mitigée par rapport au choix, mais maintenant c'est bon. Cette séance m'a permis de pouvoir faire un choix judicieux. Et mon choix est la statistique. Bon, la séance était intéressante et bonne. Ça m'a permis genre, de mieux m'orienter, quoi. De voir à peu près ce que je peux choisir une fois à l'université. À l'issue de cette séance, j'ai réfléchi, j'ai choisi le journalisme. Cette campagne d'orientation s'est déroulée simultanément ce même vendredi sur les sites des 4 universités publiques du Bénin. Et quant à la plateforme après mon bac.bj, elle sera ouverte au public. Éducation toujours, cette fois-ci avec l'École supérieure d'expertise comptable et de gestion du Bénin qui présente aux nouveaux bacheliers les opportunités qui s'offrent à eux. À l'orée donc de la rentrée universitaire 2024-2025, l'école reçoit tout bachelier détenteur d'un baccalauréat scientifique et les étudiants ou professionnels des filières relatives aux finances. Pour plus de détails, nous allons suivre à ce propos professeur Christian Désiré Migan. Il est le coordonnateur. Il intervient au micro de Esther Toufa. Les étudiants qui viennent à l'ESEC ont une triple possibilité de diplôme en une seule formation. Ils peuvent obtenir la licence comptabilité, gestion, audit du Bénin. Ils peuvent obtenir le diplôme de comptabilité, gestion de l'État français. Ils peuvent obtenir l'équivalent aussi du diplôme de gestion comptabilité de l'INTEC Paris. C'est-à-dire, en une seule formation, ils ne peuvent pas sortir au bout de 3 ans sans diplôme. Ils ont 3 possibilités d'avoir au moins un diplôme. Sinon, les 3. C'est l'avantage qu'il y a. Ils sont inscrits à Grenoble comme les étudiants de Grenoble. Ils ont la carte d'étudiant de Grenoble. Ils ont la carte d'étudiant de l'INTEC Paris et ils suivent les cours à Cotonou. L'avantage qu'ils ont, ils n'ont pas ce problème de visa Schengen.
ils sont inscrits là-bas et ils suivent les cours ici et ils n'ont pas ce problème de coût de la vie. Et ils sont entourés de leurs parents où ils sont beaucoup plus sécurisés dans ce qu'ils veulent faire pour l'avenir. L'échec est moindre. Et en cours du soir, ce sera la nouveauté cette année pour qu'ils puissent suivre les cours du soir, surtout ceux qui travaillent, voire surtout les fonctionnaires qui aimeraient bien avoir un certain grade ou une certaine formation. Donc, on essaie de favoriser tout ce beau monde pour que la qualité de l'information soit vraiment meilleure. Le problème qu'il y a au Bénin, voire en Afrique, c'est cette qualité de l'information financière. Comment éduquer tous ces comptables, tous ces gestionnaires pour que la qualité de l'information, l'éthique puisse être à l'écoute, qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que les comptables, les gestionnaires soient consciencieux. C'est très important. La qualité de la formation qu'ils reçoivent permet aussi une certaine conscientisation. L'approche même de l'ESEC, c'est vers le cinéma au Paoloa et le principe même, le test d'entrée est pour le samedi 31. La rentrée est juste les 10 premiers jours de septembre, la même date qu'à Grenoble. On démarre l'année et l'année dure jusqu'en juin. Donc, je peux vous donner donc les coordonnées téléphoniques. Donc, c'est au 64 94 97 deux fois, 67 60 27 50. Donc, après le carrefour Marina, en allant vers le cinéma au Paoloa, 5e vont à droite. L'ESEC est dans cette rue-là. Arabe, ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci à vous, Florence Bossa, de l'avoir présenté. Avec toutes nos excuses à nos téléspectateurs pour certains éléments qui se sont terminés, je dirais, à queue de poisson. Incertitude technique oblige. Les mêmes éléments vous reviendront, j'allais dire, dans leur intégralité tout à l'heure dans le bulletin que va nous reconduire Florence Bossa et à 13h dans la grande édition. Nous sommes maintenant avec Candide Houeto. Candide, bonjour. Bonjour. Allez, l'espoir, c'est avec vous tout à l'heure, mais le temps que la réalisation nous accompagne à apprécier, dois-je dire, cette synthèse de l'actualité qui s'est achevée, je dirais, la semaine écoulée. C'est une synthèse donc de Idrissou Boukari. Le Bénin en 7 jours, c'est tout de suite. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Les forces armées béninoises renforcées en matériel de lutte contre l'extrémisme violent. Réceptionné le mercredi 14 août 2024 à l'état-major général des forces armées béninoises à Cotonou, le don est constitué des équipements de protection individuelle et autres éléments pour un montant de 900 millions de francs CFA. Un engagement renouvelé des États-Unis pour permettre au Bénin de mieux faire face aux défis sécuritaires dans le nord du pays. La cérémonie de remise officielle de ce matériel s'est tenue en présence de l'ambassadeur américain en poste à Cotonou. C'est dans la difficulté qu'on reconnaît les vrais amis. Les États-Unis sont pour nous des amis, je dirais même plus, un pays frère. Je vous remercie pour l'initiative que vous avez prise. Les travaux du forum sur le renforcement des efforts de paix menés par les États, les organisations de la société civile et les organisations confessionnelles dans le contexte des transitions politiques, le défi du terrorisme et de l'extrémisme violent dans la région du Sahel ont été lancés le mardi 13 août 2024 à Cotonou. Le forum est organisé par l'Union africaine afin de définir une approche globale et inclusive au-delà des réponses militaires pour lutter efficacement contre le terrorisme.
Les discussions ont duré 2 jours et ont été un cadre idéal pour les participants de faire le bilan des actions entreprises dans leurs pays respectifs et adopter de nouvelles stratégies de lutte. L'atelier a été ouvert par le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Je suis convaincu de ce que vos échanges, très pertinents, permettront à leur terme d'aboutir à des recommandations qui contribueront à construire la stabilité et la paix durable pour un avenir sûr et prospère dans notre espace sous-régional. Le mercredi 14 août 2024, la Ligue béninoise des droits des femmes a fait un plaidoyer national pour l'institutionnalisation et la systématisation des collectes des données sur les violences sexuelles et sexistes. Ceci en collaboration avec l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant et le réseau des structures de protection des enfants en situation difficile. L'objectif de ce plaidoyer est de vulgariser le système intégré de données relatives à la famille, la femme et l'enfant de nouvelle génération et renforcer l'appui de l'Observatoire dans la collecte de données. Cet atelier s'est tenu dans la commune d'Abomey-Calavi. La campagne d'orientation des nouveaux bacheliers a été lancée par le gouvernement le mardi 13 août 2024 à l'université d'Abomey-Calavi. C'était une occasion de démontrer aux futurs étudiants les débouchés, les avantages et les inconvénients du choix de chaque filière. Cette campagne est devenue un exercice annuel pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui avait à ses côtés pour cette édition son collègue en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. La plateforme vous donne la possibilité de savoir qui sont ceux-là qui sont inscrits avant vous, qui sont ceux qui ont plus de mentions que vous. Vous les voyez et ça vous permet de vous ajuster. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers et la Société béninoise de médecine interne ont organisé au centre hospitalier départemental de l'Atakora à Natitengou des consultations médicales gratuites au profit des communautés frontalières de l'Atakora. L'objectif étant de reconstituer la santé de ces populations longtemps marginalisées. Pour la circonstance, plusieurs pathologies seront prises en charge par des spécialistes de la santé au cours de ces consultations foraines prévues pour durer 3 jours. Il s'agit entre autres des hépatites, des maladies oculaires, du diabète et autres. Procédant au lancement officiel de ces consultations foraines, le préfet de l'Atakora a témoigné toute sa reconnaissance à la BGF et ses partenaires pour cette action salvatrice qui permettra de faire renaître en ces populations le sentiment d'appartenir à la nation béninoise. Vraiment, je suis fier. S'il faut encore recommencer, renouveler cette consultation, il faut le faire. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. De la réussite. Chaque année, une innovation. Et oui, le complexe scolaire Clé de la réussite a obtenu au bac 2024 cette mention très bien avec premier du littoral au bac toutes séries confondues et 3e du littoral au bac G2, 5e du Bénin au bac G2 et 6e du Bénin au bac D. En plus des 11 mentions bien, Clé de la réussite a obtenu 40 mentions assez bien sur les 212 admis au bac 2024. Clé de la réussite, c'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques.
public. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale, A, B, C, D, G1, G2, G3. Formation en transit et consignation. Site de Ménantin, vont en face du marché Ménantin. Site de Zoborouet, vont derrière le stade de l'Amitié. Site de Bégamin, en face des rails. Site de Calavi au quartier Agori, route de Tampais. Clé de la Réussite, nous cultivons l'excellence. Téléphone 97 88 42 16. Bonjour Candide. Bonjour. Le sport, c'est avec vous et puis on parle du coup d'envoi du premier tour préliminaire aux interclubs de la CAF qui a été donné, le top qui a été donné donc le week-end écoulé. Les deux représentants du Bénin ont enregistré un nul pour la manche allée. Et oui, évidemment, Wahab. On commence par la Ligue africaine des champions où la manche allée du premier tour des préliminaires a pris son envol le samedi. Et dans ce cadre, Coton Sport du Bénin, champion en titre, a arraché un point nul à l'extérieur, opposé à l'équipe de l'AS Douanes du Burkina Faso au stade du 26 mars de Bamako au Mali. Le représentant béninois n'a pu mieux faire que d'arracher un seul point après un match âprement disputé, ceci sur une pelouse bien trempée par Dame Nature qui n'a laissé la tâche aisée aux deux équipes. De toute façon, au terme des 90 minutes du temps réglementaire, les deux équipes se sont quittées en de bons amis sur un score nul et vierge. Après ce nul de 0 but partout enregistré pour cette manche allée, Coton Sport du Bénin et l'AS Douanes du Burkina Faso vont se retrouver à Cotonou le week-end prochain pour la manche retour. Ça sera bien entendu sur les installations du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Cette manche allée du premier tour des préliminaires s'est poursuivie hier dimanche avec plusieurs matchs déroulés. Parmi ceux-ci, disciples du Madagascar et Orlando Pirates se sont bien entendu neutralisés par un score nul et vierge. Elmerick du Soudan du Sud a battu par un score d'un but à 0. Kormaya Big Bulé, bien entendu, est venu à bout du Red Arrow FC par un score de 2 buts à 1. AC Léopard s'est incliné sur un score d'un but contre 2 devant le CRB Luisade de l'Algérie. Autre résultat également, victoire 1-0 de l'US Monastir devant SPSI, nul 2 buts partout entre ST Mongomo et SCO de Kara du Togo. 1-0 pour la victoire de Boranger FC et FC Samates respectivement face à l'US Zili Madjour et Victoria United. Pyramide de l'Égypte a été chez KUFC par un score sans appel de 6 buts à 0. Remostar a dominé 2 buts à 1 Asfa du Maroc et Al-Ali Benghazi a courbé les Chines 0 but contre 1 devant Al-Hilal SC du Soudan. Coupe de la Confédération maintenant arabe. Il faut dire que Dadi FC, qui est le second représentant béninois en compétition interclub de la CAF, a aussi fait son entrée en lice le samedi. Le club vice-champion du Bénin a affronté en déplacement l'équipe d'El Kanemi Warriors du Nigeria. Ceci dans le cadre de la manche allée du premier tour des préliminaires de la Coupe de la Confédération. Si le club d'Aplakwe a ouvert le score à la 28e minute de jeu, il va concéder le but égalisateur dans les derniers instants de la rencontre et par conséquent enregistre un nul d'entrée avec un score d'un but partout. Les deux équipes se donnent rendez-vous à Cotonou le week-end prochain pour la manche retour. Bien avant, d'autres matchs ont eu lieu hier, toujours dans le cadre de cette manche allée. Kenya Police FC et Ethiopian Coffee SC se sont neutralisés par un score de 0 but. Partout, Dynamo FC a battu 1-0 Zesco United FC. Nsontreman FC a dompté par un score de 3 buts à 0 Elect Sport nul. Un but partout entre Afia et Étoile Filante. Défaite 1-0 de Eastern Lions FC du Ghana devant S Giraffe. Painesville FC a largement dominé le Fauveau de Baham par un score de 4 buts à 0. Il faut dire que le match entre Uanimiaj FC et Al-Hilal Al-Tripoli a été reporté.
Alors, Candide, on va toujours parler des interclubs de la CAF, mais on s'intéresse maintenant à nos belles dames, les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales du tournoi UFOA B Bouaké 2024 sont finalement connues. Oui, elles sont connues à l'issue des derniers matchs de la phase des groupes qui se sont bien entendu déroulés le week-end. Dans le groupe A, le dernier match a vu l'équipe du FC Inter d'Abidjan obtenir son billet pour l'étape des demi-finales après sa renversante victoire 4-3 devant l'AS Cosa du Togo. Dans le groupe B, la 3e journée de la phase des poules a vu l'AS Garde nationale du Niger s'incliner devant l'équipe d'Asaka l'édition score d'1-6. Edo Queens du Nigeria a enregistré sa 3e victoire en autant de sorties face à AO Étincelle du Burkina Faso. Pour les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales de ce tournoi qualificatif à la phase finale de la Ligue africaine des champions féminines, nous avons Ainovi FC du Bénin qui a enregistré 2 victoires en autant de sorties de la phase des groupes. Inter FC d'Abidjan qui a enregistré une victoire bien entendu et un nul. On a également Edo Queens qui a fait carton plein avec 3 victoires en autant de sorties et AO Étincelle du Burkina Faso qui rejoint l'étape des demi-finales avec un nul, une victoire et une défaite. On va rester avec les dames footballeuses pour parler du classement FIFA féminin actualisé du mois d'août 2024 qui a été dévoilé le 16 dernier. Pour ce nouveau classement, les USA reprennent la tête du classement un an après l'avoir perdu. La médaille d'or remportée au JO de Paris 2024 est le facteur déterminant de ce retour à la première place des Américaines. Dans ce top 10 du classement mondial féminin, l'Angleterre vient en 2e position, l'Espagne descend à la 3e place, l'Allemagne et le Japon font du surplace dans ce classement avec respectivement une 4e et 7e place. Dans ce top 10 mondial, on voit la France qui, de la 2e place, descend à la 10e place. Les Françaises ont dégringolé de 8 places suite à leur élimination en quart de finale des JO de Paris 2024. Et même bien avant cela, la défaite enregistrée face à l'Irlande en juillet dernier lors des matchs de préparation. Pour ce qui est du continent, sinon du meilleur classement africain, le Nigeria 36e mondial vient en tête. Les Super Falcons sont suivis des Bana de l'Afrique du Sud, 50e au plan mondial. Les Lions de l'Atlas du Maroc, 59e au plan mondial, viennent en 3e position. Les Zambiennes, 62e mondial, sont positionnés 4e au classement africain et les Black Princess du Ghana, 66e mondial, sont 5e au plan africain. On revient au pays maintenant arabe pour s'intéresser à ce qui a fait l'actualité au plan national ces dernières heures. Ce samedi 17 août 2024, il y a eu passation de charges entre le comité de normalisation de la Fédération béninoise de Maracana et le nouveau bureau élu à la tête de la fêtière de la discipline au Bénin. Elle intervient un mois après l'installation officielle du nouveau bureau qui va conduire la destinée du Maracana béninois pour les prochaines années. La cérémonie de passation de charge s'est déroulée au siège, bien entendu, de l'instance à Cotonou. À l'issue de celle-ci, le nouveau président élu de la Fédération béninoise de Maracana, Nassirou Saka, s'est adressé aux hommes des médias. Je vous propose ici un extrait de ses propos. Nous avons reçu des matériels qui vont sûrement nous aider. Et je passe sous le contrôle de l'OG. La passation des charges, nous allons vous revenir quand nous allons finir déjà d'étudier le document que le colonel nous a confié. Mais je m'en réjouis déjà du fait que le président même a fait le déplacement et ça montre en réalité que le Maracana veut, n'est-ce pas, prendre un autre envol. Nous avons reçu des mails du Conor, beaucoup de choses, je tiens à les remercier. Parce que toute l'équipe était là. Nous avons reçu des matériels et je tiens personnellement à dire merci au comité de normalisation et j'exhorte le bureau, tous les Maracaniens aujourd'hui à se dire que le Maracana est revenu dans les mains des Maracaniens et que règne la convivialité, la fraternité et l'amitié que nous avons tant promis pour le bien de cette discipline. Parce que nous sommes là pour redorer le blason de cette discipline-là au Bénin et sur le plan international.
Vous l'avez entendu, ils sont là pour redorer le blason du Maracana béninois. À l'issue de cette cérémonie de passation de charge, le nouveau bureau exécutif se penche d'ores et déjà sur les tout prochains chantiers. Il s'agit entre autres de l'organisation du championnat national de Maracana qui est suspendu depuis plusieurs années et la préparation de l'équipe nationale du Bénin pour la première édition, bien entendu, de la Coupe du monde de Maracana. On retrouve le président Nassirou Saka. C'est vrai, beaucoup se disent, est-ce qu'ils vont pouvoir organiser le championnat? Est-ce que on a l'habitude de dire ici au Bénin, la subvention pour organiser. Non, nous n'allons pas attendre la subvention. Nous sommes venus pour faire parler de nous-mêmes, pour faire parler de la discipline et pour montrer que dans le social, il faut se donner, il faut s'y mettre pour attirer, n'est-ce pas, les partenaires, pour faire plaisir, pour montrer, n'est-ce pas, à l'autorité que nous sommes là pour réellement, ce que je veux dire, redorer le blason de la discipline. La raison pour laquelle, d'ailleurs, nous organisons le championnat les 24 et 25 prochains sur le terrain synthétique de l'université d'Abomey-Calavi. Ce n'est pas par hasard que nous avons annoncé plutôt organiser le championnat les 24 et 25 parce que vous n'êtes pas sans savoir que déjà les 25 septembre au 7 octobre prochain, que notre pays participe à la Coupe du Monde à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous avons un défi, c'est un défi énorme. Nous sommes restés 4 ans sans championnat et nous sommes dit, nous sommes des acteurs. Organisons ce championnat-là, quitte à ce qu'on puisse, n'est-ce pas, sélectionner de bons joueurs et donner du temps, n'est-ce pas, aux sélectionnés pour aller défendre les couleurs nationales à Abidjan. Et je suis sûr, la main sur le cœur, que nous allons faire fort en tant qu'acteurs et joueurs de Maracana. Voilà donc les tout prochains défis du nouveau bureau exécutif de la Fédération béninoise de Maracana. On passe maintenant au handball. L'édition 2024 du championnat national des cadets 2024 se poursuit à Parakou. Ce week-end a eu lieu la 3e journée chez les filles. Asso Modèle a dompté par 24-19 l'équipe de l'Étoile, 22-17 pour la victoire d'Asso Volcan. Devant Synergie, bien entendu, Escus a battu par 27-26 Espoir FC. Chez les garçons, Asso Modèle et Asso Volcan se sont quittés 2-2 sur un score de 22-22. Espoir Handball Club a dominé par 48-22. ASEC Handball Club 37-25 pour la victoire de Synergie devant Ouragan. La compétition aborde ce lundi sa 4e journée. Chez les filles, Escuf affronte à 9h30 Asso Modèle. Synergie va en découdre avec Espoir Handball Club à 12h30 puis à 15h30. Étoile sera face à Asso Volcan. Chez les jeunes garçons, Synergie va affronter tout à l'heure à 8h Asso Modèle. À 11h, ASEC va disputer les unités avec Ouragan. Et pour finir, Asso Volcan va croiser les mains avec Espoir Handball Club. Alors, Candide, on va changer de discipline. Il faut dire que pour le compte du championnat professionnel de volleyball saison 2024, les débits finales retour ont été joués le week-end écoulé. Les équipes finalistes sont aussi connues. Oui, évidemment. Chez les dames, Queens Volleyball Club s'est imposé à Alada Olympique, tout comme au match aller par 3-7 à 0, 25-15, 25-17 et 25-16. Même scénario pour Vessos aussi, qui s'impose comme à l'aller par 3-7 à 0 à Énergie Volleyball Club, 25-19, 25-13 et 27-25. Chez les hommes, Alada Olympique est venu à bout de Jiba Omnisport par 3-7 à 1, 25-17, 25-21, 22-25 et 25-12. Énergie s'est imposé par 3-7 à 0 à Finance, 25-21, 25-23 et 25-14. Vous l'avez dit, les différentes finalistes sont connues aussi bien chez les hommes comme chez les dames. Il s'agit bien entendu de 4 équipes. Et pour les affiches finales, on aura 3 chez les dames à une affiche le 25 août prochain qui va opposer l'équipe de Vessos à celle de Queens Volleyball Club, et celle des hommes va mettre aux prises à la DA Olympics à Énergie Volleyball Club. Voilà, c'est tout pour le tour d'horizon de ce matin. Merci à vous, Candide Roueto. Sportivement à votre. On se donne rendez-vous demain. Allez, mesdames, messieurs, on va faire un autre tour, je dirais, d'horizon pour voir un peu la vie après l'armée. Quand on a porté l'uniforme pour servir la nation pendant plusieurs années, n'est-ce pas, sur divers fronts, quelle est la vie qu'on mène à la fin? C'est en quelque sorte un exercice de confidence, un élément synthétisé dans ce que vous allez suivre ici comme magazine.
11 ans de retraite est toujours plein de vigueur, tant dans le physique que dans la voix. Le général de brigade Bakasiri Bionengui avait occupé plusieurs fonctions de 1977 jusqu'à sa retraite. Aujourd'hui, il passe de joyeux moments. Lorsqu'on quitte les drapeaux, c'est tout à fait normal qu'on se trouve d'abord désemparé. Désemparé, où on se dit, mais je suis dans quel monde? Mais il faut se remettre rapidement. Et quand on se remet rapidement, la retraite est très facile et la vie est belle, monsieur le journaliste. Ça veut dire que vous ne vous sentez pas ennuyé? Non, parce que j'apprends à combattre la passivité et le fatalisme, tout en ayant la foi. Et si on vous rappelait sous les drapeaux? Avec plaisir. Un jour, militaire, toujours militaire. Donc si on me rappelle sur les drapeaux, j'aurai cette fierté encore de me retrouver auprès de mes hommes que j'ai eu la chance de commander. Le général de brigade à la retraite gère quotidiennement son temps. Au lever du jour, ses occupations commencent. Le matin, très tôt d'abord, il faut faire la prière. Dire merci à Dieu de m'avoir permis de me réveiller. Et on fait la prière du matin. Et lorsque je fais la prière du matin, je lis le Coran. J'écoute Radio Zongo sur l'islam. Et ensuite, je capte maintenant France Inter et le Bénin pour avoir toutes les informations internationales et nationales. Voilà. Ainsi de suite. Et dans la journée, je fais mes prières quotidiennes, il y a 5. Je le fais. Donc ça m'occupe. Et j'ai la lecture. Je lis beaucoup. Pour garder une vie saine, cet officier à la retraite contrôle son alimentation. Mon plat préféré, c'est un liam pilé que je mange généralement les dimanches. Sinon, je mange des repas sains que mon épouse prépare. Sains parce que à notre âge, il ne faut pas prendre trop de sel, il ne faut pas prendre du sucre et tout ça. L'eau, étant une source de vie, j'ai toujours de l'eau que je bois régulièrement et je fais mon sport quotidien. Donc voilà. Sinon, le soir, je mange léger. L'armée pour lui est un corps bien organisé où règne la convivialité. Il ne manque pas d'exprimer sa perception de celle-ci. Je me retrouve, je suis épanoui dans l'armée parce que je sens que l'armée est vraiment l'école de la formation morale. Et c'est une école où on apprend et on cultive l'amour de la patrie, le patriotisme et l'esprit de camaraderie, la conviction de se sentir avoir l'amour de son pays. Durant sa carrière militaire, un événement l'a beaucoup marqué. Une anecdote qu'il relate avec aisance. J'ai été commandant de la force de l'ECOMOG, c'est-à-dire le bataillon que le Bénin a envoyé pour le maintien de la paix au Libéria. Donc, il m'est arrivé, lorsque je faisais une reconnaissance de la zone tactique avec tout mon bataillon, d'arriver à la frontière de la Sierra Leone avec le Libéria. Un coup de feu pour que les rebelles nous disent « nous sommes là ». Réflexe nécessaire de mes soldats, automatiquement, on s'est échangé en parole avec les rebelles, en anglais. Et quand on a échangé, ils m'ont dit « qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ?» J'ai dit « non, mais je suis venu pour le maintien de la paix au Libéria. Je ne suis pas venu pour attaquer la Sierra Leone. » Ils disent « ah, mais non, qu'ils sont ici, c'est là où ils trouvent à manger. Est-ce que je peux leur donner quelque chose à manger ?» J'ai dit « il n'y a pas de souci. » Ils m'ont dit « comment de venir ?» Je me suis approché. Et quand je m'approchais, ils disent « hâte là, stop !» Je m'arrête.
Et c'est comme ça que je suis arrivé jusqu'à leur endroit parce que je leur disais que je vais leur donner de l'alimentation, du riz, et un peu de tout. Et ils ont commencé maintenant à me soulever, à dire thank you. Parce qu'ils disent que leurs femmes traversent la frontière pour aller en Guinée. Et ils raisonnent les femmes là et ils ont leur manger. Et ils croyaient que nous sommes venus pour bloquer cet acte humanitaire. Je dis, mais au contraire, j'ai appelé mon logisticien qui était avec moi. J'ai dit, mais il faut leur servir du riz, il faut leur servir un peu de tout, de macaroni qu'on avait sur place, on leur a donné. Et on était devenus des amis. Donc tout le monde s'est senti en paix et prêt encore à sécuriser la zone de Mendekoma. Voilà. Voilà le danger que j'avais eu. Au départ, les gens avaient peur, ils se disaient, ça va chauffer aujourd'hui, on va arrêter notre patron. Mais ça s'est bien passé. Dans cette opération, et c'était en 97-98. Sur les incidents au Nord-Bénin, le général de brigade Bakasiri Boninengi salue les efforts du gouvernement. Il est convaincu que l'armée va l'emporter sur les terroristes. D'abord, je félicite les forces armées pour l'effort que mes soldats, mes officiers mènent pour chasser ou repousser ces bandits. Et je demande aux populations de collaborer avec nos troupes pour la paix, pour maintenir la paix. Et une fois qu'il y a une collaboration et que les renseignements sont forts, alors là, on peut faire tout ce qu'on peut pour les repousser et avoir la stabilité dans la région. Puisque déjà, le gouvernement a mis en place beaucoup de moyens pour pouvoir le faire. C'est déjà intéressant, comme on a des bases opérationnelles avancées, on a des points avancés, fortifiés, et on a une dimension aérienne aujourd'hui qui permet une bonne projection de la troupe. Les vecteurs aériens, on en a. Maintenant, j'ai constaté, et ça c'est une fierté, ça. Et ça peut nous permettre de combattre ces djihadistes-là. Ce terrorisme des vieux, des gens qui ne savent même pas de hors-la-loi. Parce que, bon, ce n'est pas des gens que je dirais, ce n'est pas une force qui ne pourra pas être en mesure d'être chassée. Donc, avec tout ce qu'on a comme moyen aujourd'hui, il suffit d'avoir de la détermination, de la volonté, et c'est ce qu'on demande à nos soldats. Et j'en suis fier quand je les vois à la manœuvre, et je me dis, alors là, les chefs font du bon boulot. Ils font du bon boulot, parce qu'on dit, on est chef quand on maîtrise les trois savoirs. Le savoir vraie compétence, le savoir-faire et le savoir-être. Ça veut dire que les hommes, quand ils sont derrière un chef qui a ces trois savoirs, ils sont galvanisés. Tout ce que je peux dire, que la population nous accompagne et on fera le nécessaire. L'armée est là pour ça. Vous avez fait la période révolutionnaire un peu. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment-là, mon général? Eh bien, j'ai été recruté le 1er juillet 1977 dans l'armée, après une carrière d'étudiant à l'Université nationale du Bénin. Je suis rentré dans l'armée. Par vocation, comme je le dis. Donc, quand je suis rentré dans l'armée, alors j'ai fini ma formation commune de base. J'ai fait les pelotons préparatoires. Pendant cette période-là, les pelotons préparatoires qui donnent droit au galon de sergent et galon de caporal. Et ensuite, je suis parti au cours officier. Et revenu du cours officier, j'ai servi au Kangezo, là, au premier bataillon interam, comme commandant de batterie, après, parce que j'ai été un officier de l'équipe de préparation de tir. Je suis un artilleur sol-sol. Donc, j'ai été... avec le commandant de batterie, j'ai assumé aussi le rôle d'adjoint au commandant de compagnie lorsqu'ils sont absents. Après ça, j'ai été nommé un commandant de bataillon des mitrailleuses antiaériennes.
à la garde présidentielle au palais. Là. Donc c'est avec moi que ce bataillon a évolué jusqu'à sa dissolution en 91. C'est-à-dire, après la conférence nationale, donc, il y a eu dissolution de ce bataillon. Et à la dissolution du bataillon, on m'a affecté à Porte-Nouveau, à l'École nationale des officiers. Et après ça, le Centre national d'instruction des forces armées béninoises, qui est actuellement l'INSO, École nationale des sous-officiers. Et après ce commandement, j'ai été chef d'état-major adjoint de l'armée de terre avant d'être secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Donc pendant cette période, vous voyez, toute cette période-là, j'ai vécu la période de 77 à 90. J'ai été un officier qui a servi les unités avec les hommes. C'est bien que la zone de Wedo, Tocan, tout ça, là, je faisais les exercices d'entraînement avec mes hommes. À partir de la station terrienne, je les lance là, on fait de la topo. On va jusqu'à Wedo, Tofo. On fait des courses d'orientation. Donc, ça veut dire que j'entraînais ma troupe. Et comme je suis recruté au moment après l'agression du 16 janvier 1977, et que je servais dans un bataillon de mitrailleuses antiaériennes, je faisais de l'entraînement à PK6, là, parce que c'était le champ de tir là-bas. On nous envoyait des ballons sondes de l'ASECNA. On envoie les ballons sondes et nous on... De la réussite. Chaque année, une innovation. Et oui, le complexe scolaire Clé de la réussite a obtenu au bac 2024 cette mention très bien avec premier du littoral au bac toutes séries confondues et troisième du littoral au bac G2, cinquième du Bénin au bac G2 et sixième du Bénin au bac D. En plus des 11 mentions bien, Clé de la réussite a obtenu 40 mentions assez bien sur les 212 admis au bac 2024. Clé de la réussite, c'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigés en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale A, B, C, D, G1, G2, G3. Formation en transit et consignation. Site de Ménantin vont en face du marché Ménantin. Site de Zoborouet vont derrière le stade de l'Amitié. Site de Bégamin en face des rails. Site de Calavi au quartier à Gori, route de Tampé. Clé de la réussite, nous cultivons l'excellence. Téléphone 97 88 42 16. Akpa siko do koji ojuko da lokpade. TD2. Kane, Yakosi, Jésoignant. Connais-tu Balouton? Et de la même bawe bondi pendo Amante rosa ombre bon man kwabo Waromlo dika amando abon mambo bon On t'avoir plus mon baby Ça te plaît maintenant À moi quoi t'as joué à oblo kwabo là 2005 tu rejoins le mouvement Bon no kwabo et de ce roi Mon volet ni wai Côté 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 Ya wai Côté Côté Allo bache quoi c'est le nouveau schéma. Abonnement kodo kwa khlo hundekma. Canal Plus ou peut quoi rumi c'est beau 250 chaînes à 2500 francs. 5000 ben noble d'aïe men coulé mena avec quoi bon j'ai mes chaînes préférées. Sous patron oui le Canal Plus abonnement check banjo même bini ko télé. Quoi c'est la solution le tête du avec chez Banak pour série. Depuis 2 ans roi décodeur ablo abonnement pour ablo quoi bon ou à écouter. Et le même bawe bondi pendo Amante rosa ombre bon man kwabo Waromlo dika amando abon mambo bon
plaît maintenant. À moi, quoi t'as joué à Oblo, quoi, bon là. 2005, tu rejoins le mouvement. Bon, donc, quoi, bon, nous allons à mon volet, côté. Côté. Et ma fée. Côté. Côté. Demando de raison, bloc quoi bon, mais on a de quoi de on a bloc à 16 000, c'est la meilleure quoi bon, c'est le pour nos secours, right? Yawai côté. Et ma fée. Allez, tout d'abord, un hommage bien mérité ce matin au général de brigade Bakasiri Boni Nengi, n'est-ce pas, qui a fait en quelque sorte notre matinale. On lui dit merci. Son élément, je dirais, est terminé de façon inachevée. C'est c'est un suspense qui reste en suspens pour d'autres diffusions. Merci de vous montrer fidèle au programme de Canal 3 Bénin. Voici maintenant nos échanges de ce matin, précédés bien entendu par le commentaire de Franck Arounou. Franck, bonjour. Bonjour Wahab Alikpara. Allez, depuis le début de la semaine, pour ne pas dire depuis quelques jours en arrière, on s'intéresse à quelques sujets d'éducation citoyenne comme ça, s'il faut dire les choses ainsi. On a évoqué bien d'autres sujets, mais il y a un phénomène qui a visiblement la peau dure. Ce sont bien entendu les nuisances sonores qui persistent en dépit de tout, à l'effet d'indisposer les citoyens de façon ramassée. Quelle est la situation sur le terrain? Préoccupante. La situation est très préoccupante sur le terrain, Wahab Alikpara. Les nuisances sonores, qui ne sont rien d'autre que les conséquences directes de la pollution sonore, ont pris des proportions alarmantes dans notre société, en l'occurrence dans les centres urbains. Les entités qui produisent le bruit rivalisent d'ardeur de jour en jour et produisent abondamment du bruit, de sorte que cela est devenu le lot quotidien des populations. Ces populations les plus pénalisées, ce sont celles qui ont la malchance d'avoir les débits de boissons, les moulins ou encore les lieux de culte à proximité de leur maison. Ces riverains, disais-je, sont pris presque en otage par ces industries de bruit. Les tympans des jeunes, des femmes, des malades et ceux des personnes âgées du troisième âge sont soumis régulièrement à des supplices et des bruits provenant des buvettes, boîtes de nuit et autres. C'est une réalité à laquelle vient s'ajouter les festins qu'organisent des groupes de personnes, des familles, des collectivités pendant certains week-ends. Le temps de ces manifestations, les riverains ont le sommeil perturbé. Ils passent des heures entières à se plaindre. Leur période de repos se transforme en des instants de cauchemar. À Parakou, dans le Septentrion, où les buvettes poussent comme des champignons dans chaque coin de rue. À Cotonou, où le moindre espace libre accueille un maquis ou un resto, ou encore à Kandi, Natitengo, Boycon, Lokosa ou Porto Novo, j'en passe, le mal est bien profond. Le comble, et ce sont certaines races de chiens qu'adoptent des ménages pour leur sécurité. Les aboiements de ces bêtes arrachent aux voisins le sommeil et sont parfois source de disputes entre cohabitants du même quartier. Les plus patients supportent pour un temps, les moins patients reprochent cela, et lorsque cela persiste, bonjour les disputes, la bagarre et l'effritement des relations de bon voisinage. En somme, le bruit dicte sa loi toujours dans les villes et villages du Bénin. Des citoyens sacrifient l'aisance, le bien-être, le bonheur de leurs proches sur l'autel des avantages pécuniaires et des dividendes qu'ils tirent de la production du bruit à tout moment. Certaines églises organisent des prières à plein temps, des meuniers qui tournent leurs machines en plein midi, parfois au-delà de 22 heures, des heures où les gens sont censés se reposer, alors qu'il y a une loi qui organise tout cela dans notre République à Wahab Alikpara. C'est cette partie qui m'intéresse bien. On a en République du Bénin une loi qui organise tout cela, qui limite le bruit, mais pourquoi cela persiste en dépit de tout? Une loi sur la pollution sonore existe bel et bien dans l'arsenal juridique du Bénin, c'est vrai. Ce qui est vrai aussi, ce sont les instruments de mise en œuvre de la politique de lutte contre la pollution sonore qui existent, qui sont dans les tiroirs, mais en dépit de tout ce dispositif, les populations s'adonnent à la pollution sonore avec les nuisances qu'elle occasionne. Comme quoi, les lois ne valent que ce que les hommes en font. C'est bien normal. La loi numéro 98-030 du 12 février 1999 portant loi cadre sur l'environnement en République du Bénin qui consacre ce dont nous parlons
Mieux, il y a un décret qui fixe les conditions relatives à la réglementation du bruit en application des dispositions de la loi suscitée. Il s'agit du décret numéro 2001-294 du 8 août 2001 des dispositions générales aux dispositions diverses finales en passant par les normes d'application. Cette loi est l'arsenal parfait pour régler ce problème relatif au bruit. Les niveaux de bruit sont fixés en décibels et selon les tranches horaires. Et par exemple, de 6h à 13h dans les zones d'habitation, le bruit ne doit pas excéder 50 décibels, 55 dans les zones commerciales et 70 dans les zones industrielles. Je continue, de 13h à 15h en zone d'habitation, le décibel est fixé à 45 et en zone d'habitation 50, en zone commerciale 70 et zone industrielle. Et puis, de 22h à 6h, les choses sont plus strictes. 45 décibels en zone d'habitation, 50 en zone commerciale et 70 en zone industrielle. Malgré la clarté de ces dispositions, rien n'est respecté sur le terrain. Ces normes sont foulées régulièrement aux pieds par les tenanciers de bar, les responsables de lieux de culte, les industries et toutes autres entités sources de bruit. Ceux qui sont dans les zones reculées profitent de leur position pour violer violemment la loi. Les sanctions sont conçues de sorte à dissuader les producteurs ou émetteurs de ce bruit et pourtant, le gouvernement a même pris de nouvelles mesures pour décourager le phénomène parce que, conscient de ce que les nuisances sonores viennent en tête des infractions environnementales recensées par les services compétents. Le Conseil des ministres du 25 mai 2022 a adopté par exemple un nouveau décret au terme duquel tout promoteur de bruit soumis à déclaration ou autorisation obtient selon le cas avant l'ouverture un avis technique de la direction départementale du cadre de vie territorialement compétente ou le certificat de conformité délivré par l'Agence béninoise pour l'environnement. En somme, Wahab, c'est une batterie de mesures et de dispositions techniques prises pour lutter contre la pollution sonore et ses nuisances. Si le phénomène persiste, c'est en raison de la passivité, de la complicité coupable des riverains à certains endroits. Aujourd'hui, il existe des instruments avec lesquels les lieux de culte mesurent même eux-mêmes le niveau de décibels. Logiquement, on ne devrait plus assister à ce débordement. Alors, logiquement, on ne devrait pas assister à ce débordement. Moi, vous l'avez souligné quelque part, que des mesures ont été prises par le gouvernement pour décourager le phénomène, mais on note que c'est le phénomène qui décourage davantage les populations. On verra ce que nous dira, je dirais, notre débatteur du jour. Eloge Francis Atade, bonjour. Bonjour. Allez, merci d'être venu sur le plateau d'Actu Matin. Allez, c'est un plaisir. Vous avez suivi la chronique de Franck Arounou sur cette thématique, la peau dure d'un phénomène. Le phénomène, bien entendu, ce sont les nuisances sonores. Comment vous voyez les choses, je dirais, sur le terrain, dans votre quartier, par exemple? D'abord, je me dois, en toute honnêteté, de saluer cette belle chronique qui vient poser un problème sérieux. En dépit de la réglementation qui existe, il se trouve que la pollution sonore persiste et cause des nuisances. Vous avez vu que l'État central a joué pleinement son rôle en définissant les tranches en zone d'habitation, en zone commerciale, en zone industrielle, le type de décibels qu'il faut avoir. Mais malgré tout ça, il se trouve que les populations continuent de violer, et j'aime bien l'expression violer violemment. Violemment, ça prend l'allure évidemment d'un gallicisme d'insistance. Mais écoutez, le problème est plus sérieux que ça. Il faut interroger l'inconscient collectif des Béninois, mais aussi l'inconscient collectif de certains citoyens d'une région donnée. Parce qu'on sent qu'il y a certaines régions où les gens sont enclins à la fête. Et on se donne du plaisir parce qu'on veut meubler son week-end, on est peut-être dans la précarité, il y a peut-être des soucis. Et pour libérer en fait le trop plein de stress qu'on a accumulé, on est obligé évidemment de monter les décibels. Or, il y a une loi qui encadre tout cela. Mais curieusement, c'est que la répression, on a constaté que sur le terrain, il y a eu de la répression. Mais au-delà de la répression, il faut que celui qui a été réprimé sache pourquoi il a été réprimé. D'où une action préventive qui doit miser sur la communication ouverte, la sensibilisation et la proactivité. Ça permettrait évidemment aux citoyens aussi de participer à la coproduction de cette sécurité, de cette tranquillité dont on a besoin pour que le citoyen qui a travaillé toute la journée et qui a besoin de récupérer, parce que c'est que le sommeil est quand même réparateur. C'est vrai. Alors si on perturbe ce sommeil, il ne sera pas efficace le lendemain. Or, nous avions besoin des agents productifs pour notre cité.
pour un pays qui travaille pour l'émergence et qui veut s'inscrire dans le train de développement, il faut bien que nous ayons des citoyens dont on respecte l'intégrité, mais aussi le sommeil tranquille. Et à cela, je trouve que la chronique, elle est bienvenue et ça campe une situation, en fait, ça pose le problème. C'est une chronique qui s'inscrit dans l'actualité et qui oblige à ce qu'on ouvre la réflexion de façon plus sérieuse et qu'on travaille surtout à la sensibilisation, à la communication ouverte pour impacter davantage nos citoyens. Alors, Franck Arounou, je vais vous ramener sur les réalités du terrain que vous avez, je dirais, décrites tout à l'heure. Ces nuisances sonores, on les a, je dirais, au niveau des débits de boissons, n'est-ce pas, dans les boîtes de nuit également, les restaurants, les bars et autres. Peut-être qu'au niveau des restaurants, on peut dire que c'est plus ou moins équilibré. Mais on a également dans nos quartiers ces églises qui existent, pour ne pas dire ces lieux de culte de façon ramassée, parce que les mosquées et autres aussi ne manquent pas leur part de responsabilité dans ce phénomène. On a également, je dirais, les moulins à maïs, les moulins qui font suffisamment de bruit. Selon vous, pourquoi les populations, je dirais, ne s'inquiètent pas de l'existence de la loi? Vous n'avez pas terminé de citer. Oui, la liste est bien longue, on le sait. Il y a les mécaniciens, il y a beaucoup d'autres, les soudeurs, beaucoup de personnes qui ne savent pas se mesurer lorsqu'il s'agit de produits du bruit. Votre activité économique, votre activité génératrice de revenus, ça peut vous amener à produire du bruit. Mais cela ne doit pas vous empêcher de savoir que lorsque vous produisez le bruit, il y a également l'État qui a organisé cela. C'est pas parce que vous... Et qu'il y a votre entourage qui est gêné sans qui est gêné. bruit. Ce n'est pas parce que vous êtes à la quête de l'argent, du bénéfice, que vous allez perturber l'autre dans ce qu'il fait. Et lorsque je prends les lieux de culte de façon générale, ce n'est pas parce que vous voulez prier que vous allez perturber, par exemple, le malade qui a besoin de tranquillité pour se remettre. Mais ce n'est pas parce que vous avez organisé un baptême dans le quartier que moi, je n'ai pas le droit de me reposer. Parce qu'il y a des gens qui font, par exemple, des travaux de nuit et qui, en journée, ont besoin d'un minimum de repos pour comme l'a dit M. Attardé, pour se requinquer afin de se relancer dans la journée. C'est pour dire que le mal est vraiment profond. Et je dois dire qu'aujourd'hui, l'État fait des efforts. Vous voyez, même au niveau des églises, je suis allé à un culte où, à un moment donné, le responsable s'est levé et a fait un signe de doigt à ses choristes pour dire attention, nous sommes en train de dépasser. Il a sorti un petit appareil qui a été mis à leur disposition par les forces publiques. Pour chaque fois, vérifier le niveau du... Parce qu'aujourd'hui, tout de suite, vous dépassez le décibel qui est fixé par la loi. Vous voyez des agents qui débarquent. Soit c'est la police républicaine, soit c'est les agents de la police environnementale qui arrivent pour vous dire attention, vous êtes en infraction. Si vous ne vous réduisez pas, nous allons. Et moi, j'ai assisté également à des scènes où on est allé saisir les baffes, les nationales pour... En tout cas, national producteur du bruit. Du bruit. Et c'était dans des ruelles où des gens ont besoin. Franchement, ce sont des fonctionnaires d'État, des travailleurs qui viennent pour se reposer ou bien qui ont quitté le voyage, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que c'est important de soulever ce problème. On s'occupe de la politique, on s'occupe de beaucoup d'autres problèmes, mais nous avons des problèmes réels. Qui nous concernent, Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'AVC que nous enregistrons dans les quartiers. Il y a beaucoup de maladies, des maladies de nerfs, ainsi de suite. Donc, il y a ces malades-là qui sont dans les quartiers, qui dépensent beaucoup à l'hôpital, qui reviennent pour récupérer, mais c'est impossible. Alors, Eloge Francis Attardé, que dire, je dirais, de ces cas auxquels nous assistons au niveau de nos carrefours? Vous avez de ces vendeurs de téléphones portables ou bien d'instruments, des électroménagers et autres qui produisent suffisamment de bruit à différents carrefours. Et parfois, au niveau de ces carrefours, nous voyons, je dirais, les kiosques des agents de police qui, en principe, devraient réagir, mais ne le font pas. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est de nature à encourager ces personnes dans leur production du bruit? C'est à croire que nous sommes coutumiers du bruit. Nous devons travailler évidemment à endiguer le mal. Et je crois que c'est dans une action de communication ouverte qu'il faut faire la sensibilisation. C'est vrai évidemment que la production acoustique, en fait, le bruit, forcément crée des nuisances. Mais nous sommes accommodés avec le bruit. Vous avez évoqué le cas des églises. Les gens croient que Dieu est si sourd qu'il faut fortement crier pour qu'il entende les jérémiades. Non, je crois évidemment qu'il faut qu'à l'intérieur des églises, qu'il y ait une formation, une sensibilisation pour que les pasteurs ou les prêtres
apprennent nos fidèles à leur dire qu'on peut communiquer avec Dieu sans faire du bruit. Bon, donc c'est pas... Évidemment, Dieu aussi aime la musique. On peut se réjouir. Bon, mais il faut savoir... Une musique douce ne lui fera pas du mal. Pas du tout. C'est pourquoi dans certains ordres ou bien dans certaines confréries, vous savez que c'est dans le silence qu'on communique avec Dieu. Puisque l'homme trouve l'interface avec son créateur pour échanger. Donc il faut que les gens sachent, mais les gens passent trop de temps à prier, mais qu'ils apprennent à lire les livres saints. Parce que évidemment, prier, c'est parler à Dieu, mais lire les livres saints, c'est écouter Dieu. Donc il faut mieux apprendre à écouter Dieu et surtout respecter les libertés des autres aussi. Et les franchises définies par la réglementation. D'accord. Au niveau des carrefours, je crois que c'est de notoriété. Ça, c'est un secret de polichinelle, on ne va pas se cacher. Mais il faut évidemment que la police aussi sache qu'il faut sensibiliser. Moi, je mets l'accent sur la sensibilisation. La sensibilisation. Parce qu'on a fait la répression. J'ai vu dans certains endroits, dans les bars, on allait ramasser les équipements, mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas découragé pour autant les autres qui continuent. Il faut semblant respecter, mais... Un temps, et après, ça reprend. Ça reprend. Et on a le sentiment, sous une certaine connivence, le point d'acquaintance. Bon, c'est corrigible. Mais il faut évidemment que nous ayons un dispositif qui permette de sensibiliser. Surtout quand on a réprimé, il faut dire à ceux qu'on a punis, à ceux qui sont tombés sur le coup de la loi, pourquoi ils ont été punis, pour qu'à l'avenir, ils ne puissent pas récidiver. Parce qu'ils ne savent pas, parce que chacun veut se procurer en fait un certain plaisir. C'est un plaisir à faire du bruit. C'est la nature. C'est un peu comme le scorpion que vous voulez sauver de l'eau, qui se noie. Mais si vous le prenez à main nue, il va vous piquer. Sa nature est de piquer. Donc il faut quand même prendre des précautions. C'est pourquoi il faut que, entre les populations et la police, qui est une forme de collaboration pour pouvoir régler ce problème. Il faut que la police implique la population. Alors, Franck Arounou, je vous repose la même question que je faisais tout à l'heure à Eloge Francis à Tadé. Cette présence des policiers à des carrefours, ça devrait être de nature, je dirais, à influencer les usagers de la route, à créer une certaine discipline, ne serait-ce que dans les périmètres où ils se trouvent. Mais on constate que dans la majorité des cas, c'est même au niveau où sont installés les policiers qu'on joue de la musique pour faire la publicité de tel ou tel autre produit. Bon, c'est vrai qu'il faut faire une petite nuance. Lorsque vous voyez le bruit que ceux-là produisent au niveau des carrefours, il faut voir si ça a dépassé le décibel qui est fixé. Je crois que l'ensemble des forces de l'ordre aujourd'hui sont formées pour mesurer le décibel. Maintenant, lorsque ça excède le décibel qui est fixé par la loi, il revient à ces forces de l'ordre de pouvoir intervenir pour dire arrêtez ce que vous faites. Lorsque ce n'est pas fait, allez interroger un peu les relations que ces personnes-là entretiennent avec les forces de l'ordre. Il ne manque pas de brebis galeuses. On peut voir le chef négocier, comme on le fait souvent dans notre société. Et là, le chef n'entendra plus le bruit. Le chef et ne verra rien d'indiscipliné. Il va s'occuper de ceux qui ne portent pas de casque, de ceux qui violent le feu, ainsi de suite. Mais c'est important parce que le bruit qui est produit au carrefour, ça peut distraire l'usager de la route. Et un accident est vite arrivé. Le bruit qui est produit là, ça peut même rendre malade des gens. Ouais, même dans les véhicules, on fait du bruit. Vous voyez un taximan, les topa qui ont la chance d'avoir quelques postes récepteurs dans leur cargo là. Vous voyez, ils mettent le bruit à fond. Ça empêche le client, ça empêche le passager et lui-même ça. Est-ce que ça ne le déconcentre pas, parce que ce bruit que cela produit, c'est de nature, n'est-ce pas, à mettre mal à l'aise beaucoup parmi, je dirais, ses passagers. Et lui-même, il n'a plus l'oreille à rien du tout. C'est le bruit qui l'intéresse. Derrière, si par exemple quelqu'un dans la circulation paie le contrôle de sa voiture, paie le contrôle mais commence par klaxonner à cause de ce bruit. Ce n'est pas évident. Et même le bruit du moteur, le bruit de son propre moteur, si ça changeait pour peut-être signaler une panne, ce n'est pas évident que dans ces cas-là. Ce n'est pas évident parce que si par exemple il y a quelque chose dans la roue ou l'échappement qui a cédé, ainsi de suite, il ne pourra pas entendre. Mais ça part d'abord du cercle familial. Vous voyez des gens en week-end, vous allez dans certaines maisons, on dit c'est le week-end, il faut mettre un peu d'énergie et tout ça. Ils mettent le truc à fond. Et lorsque vous avez
le toupet d'aller les voir pour dire écoutez, il faut réduire le volume de votre vous voulez démarrer la troisième guerre mondiale. Absolument. Alors mais ce problème perdu également, parce que comme le disait Eloge Francis attardé dans sa première prise de parole, il y a de ces régions ou de ces localités qui sont, je dirais, spécialistes, je dirais, des fêtes et autres, les agors comme on le dit localement. Est-ce que ça aussi ce n'est pas de nature à être, je dirais, à transformer ces localités-là en usines productrices de bruit? Oui, on ne va pas stigmatiser. Voilà, c'est pourquoi je ne veux pas appeler le nom de quelques régions que ce soit. Dans toutes les régions, il arrive qu'on organise des fêtes où les gens installent des bâches avec la sonorisation à fond. Mais je pense que au niveau de ces localités, les chefs quartiers, les autorités au plan local doivent jouer un rôle. Oui. Car ils ne sont pas censés ignorer l'existence de la loi en la matière. Eux, ils sont représentants de l'État dans ces localités. Même si vous êtes dans un village et à la faveur des fêtes qu'on organise au clair de la lune, où on se retrouve sur la place publique pour danser, le chef du village doit pouvoir dire aux populations, vous avez jusqu'à une telle heure pour faire... La musique que vous produisez ou le bruit que vous produisez, c'est un orchestre, ainsi de suite. Ce n'est pas la quantité ou le décibel de la musique qui fait danser. C'est le son, c'est le rythme, c'est la cadence qui vous permet... Mais il y en a qui trouvent que c'est bien quand c'est bien quand le volume est un peu plus haut. Alors, Eloge Francis attardé toujours pour ne pas faire de procès aux policiers, hein, puisque tout à l'heure, j'abordais les questions de bruit au niveau des carrefours où sont installés les policiers. Est-ce que vous pensez que c'est parce que pour autant, ils ne sont pas mandatés officiellement pour intervenir sur ces genres de bruit qui ne le font pas? Parce qu'en temps normal, je crois que quand un policier est déployé en une journée, il y a une mission qui lui est clairement assignée. Est-ce que c'est parce qu'on ne leur a pas envoyé, peut-être on les envoie pour aller réglementer ou bien réguler la circulation et non s'intéresser aux bruits qui ne réagissent pas? Vous savez que les policiers sont des agents assermentés. Bon, maintenant, un policier, c'est après tout un psychologue. Donc, je sais que... Vous savez, je vais poser le problème autrement. Allons-y. Vous savez évidemment qu'il y a la question de la liberté et la question de la responsabilité. Autant vous avez besoin pour agrémenter vos journées ou vos mois de repos par la musique, autant vous devez respecter aussi la liberté des autres. C'est le sens de la responsabilité. C'est à croire que nous sommes dans un système où c'est le renard libre dans le poulailler libre. Si le renard est libre dans un poulailler libre, vous vous consacrez avec moi. Bonjour les dégâts. Les dégâts. C'est pourquoi on dit, dans le jargon juridique, que la liberté, en fait, opprime. Et c'est la loi qui libère. Parce que quand on dit que tout le monde est libre, chacun fera ce qu'il veut. Mais quand on fixe la loi, mais ça encadre les choses. Les actions. C'est pourquoi il y a une réglementation. Et le policier, même s'il est en mission de régulation de la circulation, et qu'à côté, il y a des décibels qui perturbent, lui-même il est perturbé. Donc il doit être appelé naturellement à s'approcher et le demander poliment. Ce n'est pas la répression. Moi je ne suis pas pour la répression. Il faut demander poliment aux gens de bien vouloir baisser parce que ça perturbe. Et lui-même ça ne peut pas d'exécuter sa mission en toute tranquillité. Donc il faut évidemment, parce que le bruit aussi, comme l'a dit Franck Arounou, le bruit peut contribuer aussi à créer des facteurs accidentogènes. Ça peut provoquer des accidents. Parce que le cycliste ou le conducteur peut être perturbé. Et l'accident est vite venu. Alors, Franck Arounou, Eloge Francis attardé inscrit au premier plan, je dirais, la sensibilisation et l'information. Est-ce que vous ne sentez pas le Béninois quelque peu imperméable à ces éléments et qu'il faut peut-être corser les choses, aller à la répression de manière à ce que vraiment ce phénomène, on puisse le régler? Oui, je voudrais rendre hommage à un ami qui fut DDPN jusqu'à sa retraite, c'est un commissaire principal de police, Bio Orunam, qui avait véritablement en horreur le bruit. Lorsqu'il entend du bruit, il est dans son véhicule, il va même il va qu'à d'autres occupations, il s'arrête et il réprime avec la dernière rigueur. Il fut DDPN à Parakou et dans le temps, il misait aussi bien sur la sensibilisation que sur la répression. Parce que lorsqu'il descend, il vous appelle et il peut consacrer toute sa journée... Il vous met au milieu de la chicotte et de la carotte. Ah oui, il peut consacrer toute sa journée à vous expliquer les nuisances que peut
produit. Que votre acte peut produire sur vous-même et sur les autres. Sur vous et sur la société. Et donc, il a mené ce combat-là jusqu'à sa retraite. Je suis sûr que peut-être dans son quartier, il continue de le faire, c'est tant mieux. Et c'est cela que nous devons tous faire. Nous devons nous sensibiliser mutuellement. Dans notre maison, même au niveau de nos enfants, déjà à bas âge, on doit pouvoir dire à l'enfant, écoute, c'est bien de faire le bruit, c'est bien d'écouter la musique, mais tu dois pouvoir mesurer cela. Tu dois pouvoir prendre des dispositions pour ne pas déranger le voisin qui est à côté. Même le bruit des portables aujourd'hui, vous voyez, avec les histoires de TikTok aujourd'hui, il y a des gens des exclamations sur TikTok. Lorsque vous dormez même profondément et on met cela dans la chambre d'à côté, cela vous réveille de votre sommeil. C'est pour dire que la sensibilisation doit être de mise, où nous devons à tout moment, à tout bout de champ, comme on le fait d'ailleurs ce matin, c'est très important. Et comme je l'ai dit, il y a des sujets qui doivent intéresser au-delà de la politique, au-delà des querelles de personnes. Parce que lorsque ces problèmes ne sont pas bien gérés, vous voyez dans les quartiers, notre vivre ensemble. Oui, les relations interpersonnelles prennent un coup. Vous ne pouvez pas vous saluer parce que l'autre le lendemain a fait du bruit jusqu'à 1 heure, 2 heures, vous n'avez pas pu vous reposer. Et même dans des ruelles, vous avez aujourd'hui des boîtes de nuit, des VIP comme on le dit, et des buvettes et autres un peu partout. On voit le chef quartier, on le calme, comme vous savez. On le calme en le calmant. En le calmant. Voilà. On le convainc et puis ça passe. Je crois qu'on doit pouvoir se regarder en face pour nous dire lorsque nous allons. Et lorsqu'on dit la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, moi j'ai commencé par dire notre liberté commence ensemble et ça s'arrête ensemble. Lorsque vous attendez que l'autre exerce sa liberté, qui s'arrête d'abord, il peut ne plus s'arrêter. Il peut ne plus s'arrêter. C'est peut-être ce qui justifie le fait que le phénomène perdu. Alors, Franck opte plutôt, n'est-ce pas, pour certes la sensibilisation, n'est-ce pas, mais il faut également réprimer. Est-ce que vous voyez les choses de la même manière? C'est vrai que vous ne voulez pas qu'on saute la phase d'information et de sensibilisation. Oui, c'est une phase importante parce que même le policier a besoin d'être sensibilisé. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avions 77 communes, nous avons en fait 12 départements, 67 communes, et puis 546 arrondissements. Au niveau des arrondissements, parce que vous savez qu'à l'échelle du pays, le pouvoir central a décentralisé, et puis il y a une déconcentration. Donc à chaque niveau, si chacun jouait pleinement son rôle, on va réussir à endiguer le mal. Parce que c'est les conséquences néfastes de la pollution sonore que nous combattons. Vous savez qu'il arrive, parfois, vous allez dans des séances, et puis le portable d'un ami sonne, la sonnerie, vous retrouvez pas. Tout le monde tourne pour se regarder. Dans une discothèque. Vous croyez dans une discothèque. Bon, parce que le bruit gêne et ça dérange. Bon, il faut expliquer que il faut quand même respecter le décibel requis pour ne pas perturber la tranquillité des citoyens. Et vous faites bien de poser le problème. Je dis que ça doit être coproduit. Alors la coproduction suppose que le citoyen concerné soit informé. Et qu'il sache que si on le fait, c'est pour son bien lui-même d'abord. Et maintenant pour son entourage. Et s'il le respecte, nous allons réussir à cultiver les bonnes manières. C'est en fait les comportements de co-citoyenneté, en fait, de bons citoyens, citoyens respectueux de l'environnement aussi, parce que la pollution, forcément, au-delà de l'environnement physique en fait, que nous décrivons, il y a l'environnement humain. Alors, donc, il ne faut pas polluer l'environnement humain. Et cela suppose que chacun respecte les règles définies par l'État central. Et l'État a déconcentré ses administrations. Donc il y a une police administrative qui doit veiller à ce que... Et que cette police devait s'activer. Absolument. D'accord. Alors Franck Arounou, la conclusion de votre chronique, ça m'intéresse, n'est-ce pas? Pourquoi parce qu'il faut également situer les responsabilités après tout. Pourquoi, malgré l'existence de cette loi, les gens se comportent, je dirais, à leur façon? On ne s'inquiète pas de la loi. Est-ce parce que, beaucoup de nos lois, même par le passé, sont rangées dans les tiroirs et c'est comme si on n'avait pas de loi. On légifère, certes, mais l'application des lois, ça, en fait, comme on dit, ça dépend. On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est un principe, je suis d'accord. Mais nous ignorons les lois et textes de la République. Tout simplement parce que les gens ne s'intéressent pas. On ne s'intéresse qu'à aux problèmes qui nous font, aux préoccupations qui nous font jaser. Comment tel autre est dans telle localité, comment est-ce qu'on peut choisir telle ou telle chose. Ce qui se passe à l'Assemblée, les gens ne s'y intéressent pas. Il y a des lois qui sont votées et qui sont pour protéger, qui sont
de nature à protéger nos intérêts, mais que nous ignorons. Tout simplement parce qu'on ne se cultive pas. Nous ignorons ce que font les représentants du peuple que nous avons envoyés à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est également du ressort des parlementaires qui doivent pouvoir mettre les moyens, se donner les moyens de vulgariser les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, y compris le gouvernement. Je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau, parce que si je ne connais pas, je ne sais pas que en insultant M. Attadé, j'enfreins à la loi, c'est une infraction que les gens ne savent pas. C'est-à-dire que si vous êtes... On vous dira que la loi c'est autre chose, Attadé c'est autre chose. C'est autre chose. Quand vous giflez quelqu'un dans la rue, ou bien quand vous sortez votre zizi et vous urinez, vous déversez le contenu de votre vessie quelque part, c'est une infraction, mais les gens ne savent pas. Si on voit les aides quelque part... Nous vous dirons que là où il a uriné, là c'est une place publique, donc ça nous appartient tous, et que lui c'est sa part qu'il est en train d'occuper. Et même le sachet, l'emballage que vous venez de jeter dans la rue, sur la chaussée, c'est une infraction. Donc, il y a beaucoup de choses que nous ignorons et je pense qu'à ce niveau, il y a un travail à faire par l'État central, surtout dans les langues nationales. On doit pouvoir informer. À l'effet de toucher le plus grand nombre, la masse, comme on dit. D'accord. Alors, Eloge Francis Attadé, la loi existe, mais personne ne veut la respecter. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la répression qui manque ou bien c'est beaucoup plus la vulgarisation des lois qui manque? Je crois que c'est la vulgarisation, c'est ça je trouve. Et puis, il faut d'abord saluer les parlementaires. Et puis parce que vous savez qu'au Parlement aujourd'hui, nous avons une télévision, la télévision hémicycle. Oui, mais il faut voir son champ. La radio également. Oui, bon, maintenant, il faut aller au-delà pour que les populations puissent suivre les débats parlementaires, mais aussi qu'il y ait des débats sur les lois qui touchent à la vie quotidienne des citoyens. Parce que cette question relative, par exemple, à la législation qui porte sur la répression pour les infractions liées à la pollution de bruit sonore, certaines populations n'ont aucune connaissance de ces textes. C'est aussi le cas, par exemple, des attroupements. Je crois qu'il fut un temps où des gens ont été interpellés, dire, mais depuis quand cette loi-là existe? Oui. Alors, quand vous dépassez 7 personnes, déjà, ça pose problème. Même les étudiants du campus, n'est-ce pas, se voyaient, je dirais, en quelque sorte menacés, alors que la loi existait en la matière. Les attroupements, je dirais, non autorisés, parce qu'on craint les troubles, n'est-ce pas, Eloge Francis? Même l'élite, apparemment, qui devait être plus ou moins cultivée, informée, se trouve en porte-à-faux avec les tests. Elle n'est pas informée. Et c'est qui pourtant existait avant le jour où ils se regroupaient. Parce qu'il y a beaucoup de lois dans le corpus, dans l'arsenal juridique, il y a plusieurs lois. Il y a, mais c'est certes, vous dites qu'il y a des lois qui sont dans les tiroirs. Peut-être qu'on va interroger le taux de mortalité ou de morbidité de ces lois-là. De ces lois-là, Mais celle relative, par exemple, à la réglementation qui porte sur la gestion du bruit, des bruits sonores qui posent, en fait, qui ont des conséquences néfastes sur l'intégrité de l'être humain. Je crois que c'est connu, mais ce n'est pas suffisamment vulgarisé pour impacter. Nous devons avoir une communication d'impact. Il faut faire en sorte qu'il y ait des sensibilisations, mais une formation des agents. Je trouve évidemment qu'au-delà de... Comme nous avions 546 arrondissements, faisons l'effort d'avoir au moins une unité de police dans chaque arrondissement et que les policiers soient formés, sensibilisés. Parce que vous savez que quand on a une police, il faut l'équiper, il faut l'investir d'une mission, il faut lui permettre d'agir. Bon, maintenant, au-delà de la répression, je crois qu'il faut privilégier l'action de la sensibilisation et de la communication. Aller dans la proactivité. Parce que ça permettra évidemment d'endiguer le mal à la source. Et je crois qu'il y a aussi le giron familial. Il faut que les parents aussi apprennent à éduquer les enfants, à respecter les bonnes manières. Nous avons des vertus que nous portons en nous. Parce que l'éducation que nous donnons vise essentiellement à faire du citoyen un citoyen exemplaire. Si nous visons l'exemplarité, forcément, nous devons évidemment permettre aux enfants d'être informés des lois, mais aussi de la bonne conduite en société. La société est régie par des tests et par des lois et nous sommes tenus de les respecter. Maintenant, quand on ne connaît pas, je crois qu'il faut, peut-être, je ne veux pas faire le procès aux juristes, parce que quand on dit que l'une est censée ignorer la loi, mais si l'individu ne se connaît pas la loi, ben, quand vous allez suivre les débats au niveau des tribunaux, les audiences, parfois vous vous étonnez de ce qu'un acte soit déclaré comme une infraction. De ceux sur qui portent certains chefs d'accusation ou chefs d'inculpation. Et moi je dis, mais
Mais non, mais moi j'ai rendu service. Si. Mais voici qu'on me fait porter. Bon, donc c'est parce qu'ils savent pas. C'est en cela qu'une action de communication efficace, ouverte, de sensibilisation, de proactivité et de formation, ça s'impose. Dans une dynamique de coproductivité. Parce qu'il faut que ce soit. Parce que si on n'associe pas, n'implique pas. Voilà, allez, on va parler également de coproductivité. Là, ça sera notre second sujet, hein, Franck Arouno. Je voudrais ajouter quelque chose. À la suite de Eloge Francis Atade. Vous savez, à un moment de notre histoire, nous avons connu la révolution. Ce n'est pas du tout pour faire l'apologie de cette période, mais il y a eu des points positifs. Dans la période, peut-être que M. Atade, avec une partie de cette période, l'a vécu entièrement, on ne disait pratiquement à personne avant que vous vous occupez de vos devoirs, votre devanture. Il paraît que moi, je n'ai pas vécu la période de salubrité. Vous ne pouvez pas vous comporter n'importe comment. On s'associait pour gérer la propriété de notre quartier, de nos devantures. Il y avait des règles. Voilà, chaque samedi en plus. Chaque samedi en plus. Ça veut dire que cela est inscrit dans l'agenda de tous les ménages que le samedi, il y a campagne de salubrité. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'État a trop laissé faire. On n'a pas suffisamment trouvé le mécanisme pour transposer ces valeurs de la révolution à nos réalités d'aujourd'hui. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous chante aussi les questions de droits de l'homme? Parce que vous voyez, on vous dira les choses ont évolué, les temps ont évolué, autre temps, autre mœurs. Donc, très rapidement... Amener quelqu'un à faire bien ses devoirs, je ne crois pas qu'on est en train de violer ses droits. Il faut adapter, je dirais, ces bons actes, ces bonnes actions, n'est-ce pas, aux réalités d'aujourd'hui. D'accord. Allez, on parle toujours de... La révolution n'était pas mauvaise. Il faut pouvoir tirer les points positifs. Dire et les insérer aux réalités du moment. D'accord. Mais c'est que la rupture de 90, ça fait que on a arrangé tout ça. Voilà. Allez, maintenant on va parler toujours de coproductivité, parce qu'il faut associer les uns et les autres, je dirais, à ceux dont nous parlons ce matin, donc le phénomène du bruit, de sa réglementation également. Je voudrais qu'on s'intéresse aux questions d'insécurité dans nos quartiers de ville et mettre l'accent sur le rôle que doivent jouer les populations. On avait, je dirais, Franck Arouno, échangé sur ce que doit être le rôle des agents de sécurité, les policiers et autres. Maintenant, les populations elles-mêmes, puisque nous abordons l'aspect coproduction, quel rôle doivent jouer les populations en question? Un rôle crucial. C'est ça. Un rôle crucial. Parce que vous savez évidemment que l'insécurité, c'est quoi? L'insécurité, c'est un trouble. C'est un trouble. Les situations de trouble conduisent à l'insécurité. Or, qui sont ceux qui provoquent les troubles? Ce sont les citoyens. Les citoyens qui vivent dans un environnement humain, qui s'approvisionnent dans un environnement humain, qui vont se doper dans un environnement humain. Parce qu'évidemment, avant qu'ils n'agissent, ils ont des kiosques où ils prennent un peu de la drogue. Mais depuis un moment, je crois que l'État a pris les mesures pour pouvoir étudier dans le sang s'il y a... On parle d'alcotest aussi. Ça, c'est l'alcool. Mais pour la drogue, ils ont des techniques maintenant pour tester. Et si on trouve des traces... Rien que votre urine suffit pour... C'est-à-dire, si comment dire, la drogue a trouvé habitat, n'est-ce pas, dans votre organisme. Exactement. Alors, vous comprenez que c'est dans toujours l'environnement humain qu'ils vont s'approvisionner. Même les armes, c'est dans l'environnement humain. La planification de l'action à mener, c'est dans l'environnement. Donc, les populations savent a priori. Lorsqu'il y a des étrangers qui viennent et qui sont dans votre quartier, vous le savez aussi. Alors, si la police qui fait la patrouille pédestre ou motorisée et qui veille sur les citoyens, parce que la police a le rôle de veiller à la sécurité. Bon, alors, si la police a l'information vraie, juste, elle peut agir dans les ghettos où il y a c'est hors la loi, plutôt que de mener des actions débridées. Donc, la population, en donnant l'information à la police, lui permet d'agir efficacement. D'accord. En collaborant donc. Ça, c'est d'où la question de la coproductivité. Donc, il faut coproduire la sécurité. D'accord. Maintenant, surtout, il faut assurer le maillage sécuritaire. Ce maillage sécuritaire suppose que, comme nous avions 546 arrondissements, que nous puissions faire la promotion, veiller à ce que nous ayons une unité de police par arrondissement. Nous avons 67 communes. Au niveau des communes, il n'y a pas de problème. Mais au niveau des arrondissements, il se trouve que les arrondissements ne sont pas tous lotis. Il faut qu'on veille à ce que les arrondissements aient des unités de police. Mais qu'il y ait l'équipement qu'il faut, le personnel qu'il faut, la formation adéquate. Parce que maintenant, on dit une mission, il
Un homme, une mission, des moyens. Des moyens. Des fois, la mission est connue, les hommes sont connus, mais les moyens posent problème. Parce qu'il arrive qu'il y ait des actes d'insécurité qu'il faut condamner avec la plus grande fermeté, mais pour y venir à bout, lorsqu'on n'était pas dans ces agents de sécurité, ils disent qu'ils n'ont pas les moyens pour intervenir. On va revenir sans doute sur cet aspect-là. Alors, Franck Arounou, Eloge Francis Attadé semble dire que la lutte contre, je dirais, l'insécurité, c'est une affaire de tous. Oui, c'est une affaire de tous. Combien de policiers avons-nous? Lorsque vous faites le ratio aujourd'hui, un policier pour le nombre d'habitants ou de population de citoyens, nous sommes loin d'atteindre la réalité. Je pense que si nous faisons de la sécurité et de la lutte contre l'insécurité notre affaire, nous allons gagner tous ensemble. Le braqueur qui vient dans un quartier, il loge quelque part. Le braqueur qui va boire, lorsque vous voyez la personne en train de boire, ajouter des substances à la bière ou au talon que vous lui avez servi, ainsi de suite, vous devez vous questionner en tant que gérant ou tenancier de ce bar ou de ce kiosque-là, pour vous dire, mais celui-là, il est suspect. Vous pouvez vous rapprocher de lui ou mobiliser des gens pour lui dire, attention, ce que tu fais, ça risque de te mettre dans un état second qui t'amène à aller commettre des actes pas trop orthodoxes. Donc, cela dit, on m'a raconté qu'avant, lorsqu'un individu met pied dans un quartier, le chef quartier est informé. Il va soit se déclarer lui-même ou le propriétaire chez qui il loge, lui, il informe le chef quartier. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Vous voyez des gens qui débarquent, même d'autres régions ou d'autres pays qui viennent, qui logent chez vous, et puis ils restent là sans informer les autorités compétentes, ainsi de suite. À Parakou, il est arrivé. Donc, c'est déjà une grosse infraction pour quelqu'un qui accueille cet étranger qui est venu et qui n'a même pas pris la peine d'informer les autorités. Lui-même qui est, je dirais, du quartier, n'a informé personne. En principe, et vous voyez des jeunes qui disparaissent la nuit, à partir de 20h ou 21h, ils disparaissent, et le jour, ils dorment toute la journée, avec des ordinateurs, avec leur portable toujours à la main, avec des visites de jolies filles. Mais quand vous êtes propriétaire, même si celui-là vous paye en un seul clic tout ce que vous devez gagner en un an, vous devez vous interroger. Parce que souvent, c'est ça qui influence aussi les propriétaires. Parce que ce sont des gens qui ont la capacité de payer à temps leur loyer. Ils ne sont pas influencés ni bousculés par les questions de date 5. À temps, et donc je dois laisser faire. L'insécurité ou la lutte contre l'insécurité, ça démarre également au niveau du cercle familial. Lorsque votre enfant ne trouve que du plaisir à sortir la nuit et vous le laissez faire, vous n'êtes pas toujours à côté pour lui dire attention, dans la nuit, il y a plus de danger que le jour. Vous allez assister vous aurez des surprises désagréables. Il peut être attaqué en ville, comme lui-même peut commencer par collaborer, avoir des amis qui vont le conduire dans des endroits indésirables. Où il peut commencer par prendre de la drogue, par fumer, par se livrer à des actes sexuels, lui-même peut se faire violer, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'aspects que nous devons prendre. Et ce n'est qu'en communiquant, ce n'est qu'en discutant, et ce n'est qu'en mettant ensemble nos efforts que nous allons réussir la lutte. Alors, Eloge Francis Attadé, vous avez parlé tout à l'heure de maillage, c'est vrai, mais comment faire pour que vraiment les populations se sentent réellement concernées par les questions d'insécurité, savoir que vraiment la sécurité, ça nous concerne tous, et la lutte contre l'insécurité, c'est également une affaire de tous. Parce qu'il y a de ces zones-là où les gens se disent, écoutez, les forces de l'ordre, ils sont payés pour ça, ils sont en uniforme, ils ont les moyens, en tout cas, ils ont les armes qu'il faut, c'est à eux de lutter contre l'insécurité dans nos quartiers de ville. Il faut les impliquer. C'est ça. Et comment on va les impliquer? Il faut les impliquer déjà à travers les séances qu'on peut organiser au niveau du chef quartier. D'accord. Donc, il faut une action de communication. Aujourd'hui, les chefs quartiers disent être dépouillés de tout pouvoir, de toute autorité. Non, mais écoutez, même la noblesse du titre n'est pas chef quartier qui le veut. D'accord. C'est un peu comme les rois. Vous savez que la couronne ne tombe pas sur toutes les têtes. Donc, alors, le fait d'être roi, même si vous êtes DG sans véhicule, en fait, vous êtes DG quand même. Donc, il faut dire quand même le titre est noble. Et en fait, que les chefs de quartier sachent que ce titre quand même comporte des missions. Parce que c'est pas gratuit. En tant que chef quartier, vous devez veiller à la sécurité des citoyens. En fait, avoir l'information réelle et juste et informer les autorités politico-administratives à charge d'intervenir. Donc, ça vous permet aussi d'assurer votre sécurité propre. Parce que s'il n'y a pas de la sécurité, vous-même, vous êtes en danger.
Je crois évidemment que c'est dans la sensibilisation, dans la communication ouverte qu'on peut réussir. Il faut montrer aux populations que c'est pour leur bien. Parce qu'en hébergeant un inconnu, en voyant un inconnu dans votre quartier qui a des activités quasi illégales, vous n'avez peut-être pas toutes les informations, mais vous sentez qu'il y a quelque chose de suspect. Dès que c'est suspect, il faut pouvoir informer les compétentes pour mesures à prendre, mesures diligentes à prendre, afin qu'on puisse arrêter le mal. Parce que le mal, quand ça intervient, ça crée des dommages à tout le monde. Ça, c'est vrai. Donc, faisons en sorte que les populations sachent que c'est pour leur bien que la police intervient. D'accord. Et je sais que dans certains milieux encore, il y a des groupes de jeunes qui s'organisent pour contrôler les sécurités civiles ou les sécurités qu'on organise dans les quartiers. Mais oui, si. Et parfois, ils sont appuyés par l'arrondissement ou bien par la mairie. D'accord. Il faut encourager aussi ça. D'accord. Parce que c'est une question plus sérieuse, plus grande. Aujourd'hui, l'État a acquis du matériel. Et on a mis des appareils pour surveiller un peu dans les rues au niveau des points stratégiques. Mais au-delà de ça, il y a des périphéries au niveau desquelles on sent qu'il y a qui hébergent. D'accord. Qui hébergent, je ne veux pas citer les quartiers, mais il y a des quartiers qui sont réputés des quartiers de dangerosité. Bon, ou parfois, des quartiers producteurs vraiment de dangerosité. Mais oui, dès que la police a l'information, la police investit le ghetto et puis ramasse. On a vu plusieurs actions. C'est pourquoi il faut saluer en fait le DGPR qui, avec ses unités, ses éléments, ont posé des actes salutaires. D'accord. Mais au-delà de ça, la sécurité, c'est une question de tout le monde. D'accord. Les populations doivent s'impliquer et surtout c'est l'information. D'accord. Vous savez que même quand on veut lutter contre les terroristes, si on n'a pas l'information, on ne peut pas savoir. Donc il faut compter sur la population, Franck Arounou, pour livrer l'information. Donc il faut multiplier les lignes vertes et autres. Qu'est-ce que vous préconisez dans ce cas de figure? Il faut rassurer d'abord les populations. Les populations. Parce que quand elles livrent l'information, elles veulent savoir si cela va leur causer des ennuis. Moi, je ne dis rien parce que je peux être la cible de ces bandits. Vous savez, les terroristes, on m'a raconté, c'est un agent de sécurité, quand ils viennent dans les régions, plutôt un sociologue qui m'a dit, lors d'une enquête, on lui a raconté que les terroristes, quand ils viennent avec des bidons d'essence qu'ils remettent à un jeune. Il faut vendre ça, on va voir comment se partager l'argent. Donc du coup, il lui trouve un job à faire à l'instant, c'est-à-dire c'est du concret. Et pendant ce temps, le jeune, s'il a une piole, il héberge et lui, il met en branle sa stratégie. Là, il faut poser les pas, là, il faut poser tout ce qu'ils utilisent là pour frapper. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à atteindre leur objectif. Vous voyez, c'est ingénieux là. Lorsque, par exemple, le jeune qui a reçu les bidons d'essence, lorsque lui ne se pose pas 2 ou 3 questions pour dire mais pourquoi il me l'a donné, d'où vient-il, quels sont les objectifs qu'il vise, c'est arrivé. Lui il s'installe et puis il déroule son plan et l'insécurité s'installe. C'est aussi le fait que nous allons par exemple dans un quartier, vous voyez la route Parakou-Cotonou aujourd'hui, mais moi j'ai du plaisir à circuler. Tout simplement parce que l'État a pris les dispositions, les populations collaborent. Il n'y a plus ce braqueur-là qui braque aujourd'hui, qui s'enfuit, tout simplement parce que quand les forces de l'ordre ceinturent la zone, c'est plus facile de mettre la main sur eux. Les populations donnent l'information. Nous avons vu des individus suspects, ça veut dire qu'il y a la collaboration qui s'installe. Ça doit continuer davantage. Et les policiers doivent se comporter de sorte à montrer à un citoyen ou citoyen qui sont là pour les protéger. Avant, lorsque le pick-up entre dans une vente, tout le monde détale et puis la vente devient désert. Et aujourd'hui, ce n'est plus souvent, on ne sait pas qui on vient chercher, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Et la façon même d'interpeller, la façon de convoquer les gens, de les amener vers les postes de police, on doit revoir toute cette manière-là pour montrer que lorsqu'on vient même interpeller un individu, ça ne veut pas dire qu'il est forcément coupable. On l'interpelle pour des besoins innocents, comme on dit, jusqu'à ce que ça innocent, ce n'est pas encore ancré dans la tête des populations. Quand on voit quelqu'un, on le prend dans un véhicule
et on l'emporte dans un commissariat, il y va en prison. D'accord. Allez, en guise de conclusion, je dirais, comment dire, pour que les populations puissent collaborer, il faut également assurer leur sécurité. Oui, indiscutablement. Mais aussi, il faut veiller à ce que, au niveau des postes de police, qui conforme les agents à ce qui réserve un bon accueil aux citoyens qui vont venir déposer des plaintes. Oui. Donc, il faut former à l'accueil. Quand le citoyen vient, quand vous l'accueillez bien, et il peut vous communiquer, il peut échanger beaucoup avec vous. Et vous allez maintenant enregistrer ses plaintes. Mais vous lui garantissez que non, de ne pas... C'est sous anonymat. Vous avez la discrétion. D'accord. Donc là, le citoyen est plus ou moins assuré qu'il ne va pas se livrer, il ne sera pas livré à la vindicte. Bon, maintenant, c'est qu'au-delà de tout ça, il faut qu'on puisse équiper. Je mets l'accent sur l'équipement. L'équipement et la formation. D'accord. Parce qu'il faut équiper les unités, il faut former les agents. Ils sont assermentés, certes, mais il faut leur montrer qu'il doit être plus davantage des psychologues. Parce qu'on a senti que dans certaines opérations, ils ont fait l'option de la répression plutôt que l'option de la communication et de la sensibilisation qui doivent aider à... Il faut savoir ajuster les choses. Mais oui, si. Au point qu'on évite les fossés. Parce qu'il y a un fossé qui est en train de se créer entre la police et les populations, surtout dans le cadre de la répression contre les casques. D'accord. Vous avez vu. D'accord. Allez, on sent que pour les deux... C'est un autre sujet. Voilà, très bien. On sent que pour nos deux thématiques, il y a bien d'autres aspects sur lesquels on pourra revenir, n'est-ce pas, Franck Arounou? Les questions d'équipement, des commissariats et autres, la coproduction de la sécurité et bien d'autres. Je voudrais, pour terminer, rendre un hommage mérité à nos forces de défense et de sécurité. Dans leur ensemble, parce que lorsqu'on parle d'insécurité, nous avons également l'insécurité financière. Moi, j'ai fait un travail récemment avec les douaniers. Lorsque vous allez voir les conditions dans lesquelles ils travaillent, ils sont exposés au quotidien à des actes d'insécurité et les populations ne collaborent pas. Ce qui fait que la fraude augmente. Quand la fraude augmente, c'est que ce sont les caisses de l'État qui en souffrent. Donc l'insécurité, c'est un ensemble. Je crois qu'il faut reprogrammer le sujet pour parler maintenant des moyens qu'on doit mettre à la disposition. Donc c'est un hommage mérité que moi je rends aux forces de l'ordre, aux forces de sécurité. Il le mérite. Oui, il le mérite. Et nous été, enfin, en dépit des brebis galeuses qui sont dans leur rang, qui ne font pas du tout preuve de professionnalisme. Il faut le dénoncer. Et dont les comportements sont de nature, je dirais, à jeter du discrédit sur la corporation. D'accord. Allez. Sécurité et développement, c'est un couple. C'est un couple, oui. Et il faut en tenir compte. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve demain, mardi, pour partager le reste des informations avec vous. On se dit au revoir maintenant avec la revue de presse. Allez, portez-vous bien. Rebondissement dans la crise Bénin-Niger. Mesdames et messieurs, bonjour. Le pétrole brut nigérien a été à nouveau chargé à Semenpodi. L'information fait la manchette de plusieurs canaux parus ce matin, dont Fraternité qui évoque une lueur d'espoir. Le quotidien de Ménontin rapproche ce nouveau rebondissement de la reconnaissance du nouvel ambassadeur du Bénin près le Niger, qu'il considère comme un pas indéniable vers la normalisation des relations. Le Matina se réjouit également de cette reprise des opérations de chargement du pétrole brut nigérien et souligne que la lucidité et l'objectivité ont repris leur droit. De son côté, l'autre quotidien semble voir déjà le bout du tunnel avec ce titre ambitieux. Une nouvelle ère s'ouvre aux relations bénino-nigériennes. Mais cet enthousiasme est loin d'être partagé par tous les journaux. Ainsi, le potentiel arrondit les angles avançant qu'il s'agit tout simplement d'un changement ponctuel et que la crise demeure entre les deux pays voisins, tandis que dubitatif, le meilleur se demande si ce rebondissement est le signe d'un dégel des relations entre Cotonou et Niamey. Au Parlement, Louis Vlavonou reçoit une délégation des Béninois vivant au Congo-Brazzaville. La boussole a identifié l'orientation des échanges et nous apprend qu'ils ont porté sur les difficultés rencontrées par les visiteurs relativement à l'obtention de certains documents officiels, dont la carte de séjour. Louis Vlavonou, à l'écoute des Béninois du Congo-Brazzaville, lance le matin qui indique que les discussions devraient aboutir à des solutions aux difficultés administratives.
Culture à présent avec le Festival des masques à Porto Novo qui, selon le bilan établi par le gouvernement, est un franc succès. Bénin Intelligent nous apprend que près de 40 000 amoureux de la culture ont visité l'événement en 72 heures. L'information est renchérie par l'événement du jour qui précise que le Festival des masques a rehaussé l'attractivité de la capitale politique du Bénin. Pour Fraternité, cette activité renforce la position de Porto Novo sur la carte culturelle du monde. Retrouvons le potentiel qui nous amène sur le terrain de la campagne cotonnière et peint un tableau peu emballant. Entre magouilles et autres irrégularités, le canal de Ménotin met en relief les mots qui handicapent le processus de distribution des intrants. Pendant ce temps, l'économiste procède à la dissection du secteur bancaire béninois. À en croire le quotidien, le système financier national affiche un dynamisme et une diversité croissants. Le député de l'Assemblée nationale, Diego, était dimanche dernier l'invité de votre émission Zone Franche. Occasion pour lui d'apprécier les actions du président Patrice Talon en faveur des jeunes et de l'emploi. Je reste admiratif de ce qui se fait dans le secteur de l'emploi au Bénin, a déclaré l'honorable. Pour achever ce point de l'actualité, 2 enfants ont trouvé la mort dans le département du Bogo suite à une intoxication alimentaire, annonce Le Potentiel. Fin de la revue de presse de ce lundi 19 août 2024.